You came here on your own free will to talk to us. We picked you up at your request and brought you here. You can get up and leave at any time. You don't have to talk to us. If there's a question you don't want to answer, don't answer it. If you don't want to talk anymore, just tell me I want to leave. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 de notre série sur l'affaire Chris Watts. Cette vidéo m'a demandé des semaines de travail, alors je remercie énormément ceux qui laisseront un petit j'aime, un commentaire et qui s'abonneront si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, je vais essayer d'être le plus neutre possible et de donner des éléments d'explication rationnels. Commençons par le premier interrogatoire que Nikki a donné, qui n'en est pas vraiment un. En effet, elle s'est elle-même présentée au commissariat le 16 août 2018 en demandant de pouvoir parler aux enquêteurs à propos de l'affaire Chris Watts. Elle peut s'en aller quand elle le souhaite. Elle est entendue comme un simple témoin, d'où la présence de son père. Disclaimer, j'ai essayé de condenser presque 4 heures d'interrogatoire au mieux. À mon sens, ce que je vais vous montrer sont les moments les plus intéressants et ceux qui nous donnent le plus de contexte sur la situation. You're not being interrogated as a criminal suspect. We're here to understand your relationship with Chris and what you know about Chris and his family and events relating to Chris Watts. So let's just start with like a timeline of your getting to know Chris, how you guys met, where you met, all those things. And let's just run. And I'm not going to ask you specific questions unless I think it's necessary. I'll let you just tell me your story. I think it's a little bit easier that way. So I just want to know how you met him, where you met him, how long you guys were dating, and those kind of things initially. Okay. I think I met him sometime in June, probably early June. It might have been May. It was just talking at work. It was pretty casual. And he didn't have a wedding ring on his finger. And every time I talked to him, he didn't tell me that he was in a relationship. He didn't even mention his kids right away either. And then one day he told me that he had 2 kids. I was like, that's pretty cool. And started telling me about his kids. That sounded like a sarcastic comment. No, I thought it was kind of cute. I was like, oh, he's a dad. It was like right around Father's Day too. So whenever that is in June. Okay. Yeah. So I'm not good with holidays. He told me he had kids, and then it was Father's Day shortly after Okay. that. So that's what I do now. And I was like, I thought it was cute. And then he's telling me about him. He's pretty excited about him. And then he mentioned that he did have a significant other. And then he told me that those 2 were in the process of a separation. Did he mention the children's name or his significant other's name? I didn't know his significant other's name for a while. Elle ment. Quand bien même il ne lui aurait rien dit, au moins au début, on sait qu'elle le savait, puisque le 3 août 2017, elle a cherché sur Google Chris Watts, et le 1er septembre 2017 et le 7 janvier 2018, elle a cherché Shannon Watts. Et comme le Facebook de Shannon est public et qu'elle y mettait toute sa vie, elle a forcément vu qu'ils étaient mariés et femmes, et à mon avis, il y a de grandes chances pour qu'elle ait reconnu Chris quand elle est venue travailler chez Anadarko. Bon, essayons de trouver une explication. Comme je vous l'ai dit, l'une de mes sources principales est le rapport d'enquête officiel de la police de Frederick qui a été mis en ligne. Dans ce rapport, il y a une partie sur les données téléphoniques de Nikki car elle leur a confié son téléphone. Cette extraction de données a été effectuée par les inspecteurs Michael Prill et David Baumhover de la police de Frederick. Il semblerait que le média américain Crime Online, à mi-chemin entre le blog et le journal d'investigation, ait contacté la superviseuse des dossiers du département de police de Frederick afin de discuter de ces fameuses recherches retrouvées dans les données du téléphone de Nikki. La superviseuse, Amanda Purcell, aurait déclaré que la donnée du 1er septembre 2017 à propos de la recherche sur Shannon était en fait une faute de frappe.
Pour les autres recherches, elle n'aurait pas été en mesure de fournir des éclaircissements supplémentaires et a renvoyé la requête au bureau du procureur du comté de Weld. Après une série d'échanges de mails et d'appels téléphoniques avec le bureau du procureur concernant les rapports, Crime Online se serait entretenu par téléphone avec le procureur du comté de Weld, Michael Rourke. Et ce dernier remet en cause ce qu'a dit la superviseuse. Il aurait dit, je cite, « Les dates auxquelles vous faites référence, en 2017 où il semble qu'elle ait cherché Shannan sur Google ou ailleurs, étaient des données provenant de son téléphone. Il ne s'agit pas d'une erreur typographique dans le rapport. Les inspecteurs apportent simplement ce que contenaient les données de son téléphone. Je ne connais pas la réponse à la question de savoir pourquoi ou comment ces dates se sont retrouvées dans son téléphone. On en reparlera. » So that day we just started talking, and then every time I saw him in the hallway after that, and it was always hit or miss, like it wasn't an everyday thing, it was just when I saw him, we just started talking, and we just kind of had a lot in common and just hit it off, so we'd always have, pretty good conversations, and then, I don't know, one day he told me that he had kids and started talking about his kids, and then mentioned, yes, that I have a wife, but we're getting separated. I said, okay. And then, When do you think that was? when he said all that? So specifically when he told you he was getting separated from his wife, was that within the first couple of weeks that you knew him, or was that later on? You said you met him around May or June. Yeah, it was still in June. Okay. It would have been before Father's Day. So had you guys ever gone out on any kind of No. date at that time? You just were No. conversing at work? Yeah, that's all it was. And then, I don't know, we started hanging out. We hung out. We went to a park. Hung out at a park. Let's go back real quick. So why did he tell you that he was getting a divorce? Did he ask you out at that time? No, he didn't. I think he was probably interested in me. And so he talked to me a couple times via his work phone, and I was like, no. Like, it was still very, friendly conversation. But then when I realized, this man is interested in me, I'm interested in him, this is personal, so we got away from the Anadarko thing because I really don't want those guys affiliated with any of this. And So you have a work phone that's specifically... no, I have one phone that I do both on. He has two phones. Do you understand where I'm going with that? I completely understand, and to be honest with you, I mean, there were several discussions that we had about his current relationship and where it had gone and what it had caused. And he talked about his kids from time to time, but the thing is he was never hostile. It was never anything aggressive. Like, even when he spoke of his wife and the fact that they were separating, it was never, ill. It was still very kind. It was just like, this is not working, and would explain why, but it wasn't anything out of the ordinary or anything that I think would scare me. And to this day, even after everything that I found out, I still look back at that and I don't see any red lights with the way that he spoke of his family. Okay. Can you just describe his overall demeanor over the 8, 10, 12 weeks that you guys knew each other? It wasn't that long. It was 6 weeks that we were hanging out. Well, I guess we knew each other longer. Okay, but you met him in the office, and just his overall persona, who was he aggressive? Was he mellow? Was he calm? Was he outspoken? Who was Chris? I think he's an introvert. I would consider him to be a pretty, I don't want to say he's a very reserved individual. I think he's probably more reserved around other people. I think he emphasized to me that one of the reasons that he really enjoyed talking to me is because he felt like he could get out of his shell. He said around most people he just didn't really feel the need to talk and converse, and it wasn't just in his home life, just in general. It wasn't something where he's an introvert. And he said with me, it made him feel like he could really just start talking about things that excited him, and I think a lot of that had to do with the fact that we had things in common. So with me, I think he was a little bit more outgoing, but even then, I would still consider him to be an introvert. I mean, not on the extreme end. If an introvert went to 1 to 10, I'd put him at a 4 or 5. So on the lighter side of introvert. Pretty even-keeled. Yes, really relaxed, all the time. He was never really worked up about anything. Just
mellow, chill, easygoing guy. very much. Okay. And he was that way with you. Did he ever have any kind of? Did you guys ever have arguments? I mean, No. pretty short relationship. No arguments during that time. No. Did he ever lose his temper at any time? Never. You guys never had a yelling match. No. So you never saw him upset or mad. No. And there was a couple times that we had some disagreements on things that as we further progressed into this story, but it was never I am very calm when I talk to people. It's extremely rational when I handle situations that there's a disagreement in, and he always was the exact same way. Always. No sense that this guy had a temper or Not at was aggressive, or he never lost his mind and yelled and said crazy stuff or anything like that. Okay. all. No. So just you went to his house on 2 occasions. Yes. Was that recent? No, that was pretty early into it, and I did not like it and did not want to go back. Do you recall where the house was? Yeah, it's right off the highway in Frederick. Okay. And you know the streets? I mean, I'm sure I could figure it out again if I really had to. Off the top of my head, no. Do you know the street name? No. Okay. I would have to drive around in there to get there. Okay. Elle ment, car on sait qu'elle a cherché le 28-25 Saratoga Trail le 11 août. Elle aurait pu dire « Je n'ai connu le nom de la rue que récemment », mais elle préfère mentir. Did it look like anybody else lived at that house at that Oh, time? definitely. Okay. I mean, So is that what freaked you out? I mean, he told me that he was living in the basement, and he said, we're separated, but we're not divorced, and we're going to get ready to sell the house. And that was the impression that I was under. And I was under the impression that they were taking everything pretty slow with this, with getting ready to sell the house. I mean, those are big things. So that's what I was informed. And I mean, if you think about it, this whole thing happened in a 6-week stretch. That's not really that much of a time frame. So in that sense, it's believable to me. Elle se contredira quelque temps plus tard car d'après son document Word qu'elle a envoyé à l'enquêteur le 4 septembre, elle raconte qu'elle a dit à Chris, je cite, « Je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas encore finalisé leur divorce après tous ces mois s'ils étaient tous les deux si catégoriques à ce sujet. Si elle le voulait aussi fort qu'il le disait, je ne comprenais pas pourquoi cela semblait stagner. » Et puis, à l'inverse de ce qu'elle raconte à qui veut l'entendre, soit qu'elle était persuadée qu'ils étaient séparés, que c'est ce que Chris lui disait, elle poursuit en écrivant elle-même qu'elle aurait commencé à avoir des doutes ce jour-là. Je cite. « À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il me mentait peut-être à propos de sa séparation. Alors j'ai commencé à l'interroger sur des choses qu'il m'avait dites plus tôt. » Donc, soit Chris lui a bien retourné le cerveau, soit elle a continué en connaissance de cause. Yes, I went to the house, and the first time I was there, I hung out in their front living room. I just sat on the floor, and it was on the 4th of July. It was the morning of the 4th, and I was helping him to set up MyFitnessPal app and track his food, his calories and stuff, because he does pretty good with the working out and stuff. And he asked me, he's like, "Can you help me just get this dialed in?" It's like, "Yeah, I can do that." So that he invited me up to the house, and I was already kind of hesitant to do it because I was like, there are other people that live here, and I just felt like it was an invasion of space. So the second time I went to that house, I'm not sure what day it was, but it was the weekend of the 14th. Of August? July. I don't know if it was the 14th or the 15th. One of those 2 days. But we had went out and we stopped there just real quick on the way back. And we were there not very long. But that time I saw a picture of his wife and one of his kids. And I remember thinking to myself, wow, she's so beautiful. And I took a step back and I was just like, this man has a gorgeous house. He has beautiful babies. He has a beautiful wife. He has an awesome job. Why would he want to leave this? And I remember talking to him about it, and that was the first time that I tried to actually say, what do you think about not separating from your wife? What if you really try to work on this? And he had expressed to me that we've tried to work on this, and it's not working, so that is why we're separating. C'était le 14 juillet, d'après son document Word qu'elle a envoyé à l'enquêteur. C'est d'ailleurs une visite importante car, je cite, « Nous sommes allés chez lui car je l'ai déposé après que nous soyons allés visiter le musée de voitures. Être dans sa maison m'a mise mal à l'aise. Je n'avais pas ma place ici.
Il avait construit une belle vie avec sa famille, et entrer dans cette maison m'a fait penser qu'il devrait tout faire pour arranger son mariage. Je lui ai dit que ce n'était pas juste qu'il joue sur les deux tableaux en ayant deux relations en même temps, qu'il devait choisir entre arranger son mariage et me laisser partir ou accélérer le divorce. Serait-ce l'ultimatum qui aurait tout déclenché ? En tout cas, ce n'est pas la version qu'elle va donner ensuite, car elle va préférer se montrer sous un jour beaucoup plus favorable. And he could have approached me and said, I'm just had a divorce, you know, maybe we could take this slow, what do you think? But instead it was, oh, we're separated and we're working on a divorce. And that is the part that I feel bad about, because I should have waited on that and I didn't. And, you know, I was just like, well, they're already there. So, you know, but then being in a house was just like, why? Fix this. Find a way to fix this. Make it work, you know? And I was like trying to push him to do it, and he seemed pretty reluctant to do it. He didn't want to. And, I don't know, we were still seeing each other fairly frequently, but I kind of like backed away so we weren't hanging out quite as much, and we were still close, but it was just like I really wanted him to try. Like I wanted to know that he tried and it didn't work, and then he moved on, not that, you know, they both kind of tried and then he got himself into a situation with somebody else. And I don't know, I just thought he had a beautiful life going on and he could have made it work. Vous voyez ? Elle restera sur ce narratif, comme quoi elle l'a poussé à se remettre avec Shannon, qu'elle voulait qu'il sauve son mariage, etc. Alors qu'on sait que, bon, en réalité, c'était pas trop ça. I think he was legitimately sleeping in the basement, and I didn't think that these two were, I mean, I think it was like, hey, we're both stuck in this house for now, we gotta sell this. In the meantime, you live here, I live here, we sleep in different rooms, take care of the kids. That's just like kind of how I took that. Effectivement, il y avait un lit et tout le nécessaire pour dormir au sous-sol, d'après ce qu'on voit sur le bodycam du policier le 13 août. Également, Shannon le mentionne par SMS à son amie Sarah. And he'd always be like, well, what about us? What about us? I'm like, don't worry about us. Like, that is more important. Like, try to see if you can, like, salvage whatever it is that you have going on with your wife. I think I was kind of, like, cold feeting about it when after I went over his house. And so this was, like, pretty early on. He went to North Carolina, and he was like, I'm going to talk to her when I'm in North Carolina and see if I can get her to do this, to, like, try to, like, rekindle the flame. Bon, on peut douter de sa sincérité sur ce coup, surtout quand on sait qu'elle envoyait des nudes presque tous les jours à Chris, pendant ses fameuses vacances, et qu'ils se téléphonaient au moins une fois par jour, sans compter les SMS. On Tuesday, which would have been the 14th of August, you had read some newspaper articles on the 13th and the 14th that regarded this case. You had also had a conversation with Chris at some point during the day on Monday. And on Tuesday, because of what you found, specifically what you said was, and don't let me put words in your mouth, but you found out that his wife was pregnant. Yes. And you did not know that prior. And you found that out via the newspaper articles, and that caused you concern. Elle ment, puisqu'on sait que le 4 août, elle a cherché le compte Facebook de Shannon, puis le 11 août, elle a tapé sur Google Chris Watts, Shannon Watts et Ronnie Watts, puis a supprimé ses recherches. Donc elle savait forcément qu'elle était enceinte avant de lire cet article le 14 août, puisque le profil de Shannon est public et qu'elle a posté sur sa grossesse. Well, I just realized that he was lying to me, and I was like, well, if you can lie to me about this, what else are you lying to me about? And it made me realize that maybe his wife was in danger at that point, and it was day 2 too, and she still wasn't home. What did that cause you to do with your phone, though? Oh, what, when I deleted those? I was just kind of grossed out by him, to be honest with you. I was just like, I don't know what's going on right now, but you just lied to me, and I don't want to see this come over my phone anymore. So I removed it. So you already said, but you removed text messages? I deleted all of his stuff because he lied to me. I mean, that's what it was. It was the hurt that made me delete it. And then it was the lie that made me start questioning everything else he'd been telling me for the last few days. And that's when you decided to come forward? Yes. Okay. So just for context,
Yes. When people delete stuff off phones, usually we go, No, hold on no, a second. no. It And wasn't that's why I wanted- malicious at right. all. It No, I'm not wasn't saying it's malicious at malicious, all. He lied to me. It just hurt. Like, I had never felt like he'd ever lied to me before. And it was a big lie. I mean, Right. telling somebody that you're in the midst of a divorce and then you have a wife that has a 15-week-old baby on the way is a huge, huge thing. And I was very taken back, and it was hurt. And so at that point, I deleted it. I had a few more quick things to say to him, and then I just got rid of him. That's literally what I did. I just cut him out of my life. Elle fait référence au fait que, d'après le rapport d'enquête et les relevés téléphoniques, Nikki et Chris se sont téléphonés le lundi soir vers 22h, coup sur coup, jusqu'à 2h du matin. D'ailleurs, elle ne le précise pas, mais d'après Chris, c'est là qu'elle lui aurait demandé, à lui aussi, de tout effacer de leur relation sur son téléphone. Parce que tout était fini entre eux ? Ou parce qu'elle espérait que les enquêteurs n'aient jamais connaissance de leur histoire ? Toujours d'après Chris, Nikki lui aurait également dit de ne plus entrer en contact avec elle tant que, je cite, « tout n'est pas réglé ». If it would have honestly been like a bad breakup kind of thing, like if none of this other stuff would have happened, that's what it would have been. That would have been the end of it. The information was not destroyed because there was anything in there that would be harmful to you or potentially to Chris at this point, but harmful to you in particular. That's not why you did it. No, You did it out of, excuse my language, this guy's an asshole, so I'm getting rid of him, and I'm getting this stuff off my phone. That was like me kicking him out of my life. Okay. And then, like I said, and then realizing that he lied, that was when I was like, okay, maybe his family is in danger and they're not coming back and they're not staying with a friend. Donc là, elle nous dit que dès le 2e jour, donc le mardi, elle a eu peur que Shannon soit en danger et qu'en fait, elle n'était pas restée chez une amie. On y reviendra. I'm still in shock that this whole thing happened. I Like, can imagine. that's why I gave him the benefit of the doubt for the first day, because I was just like, no way. Like, I didn't even think about that. I mean, murder was not on the top of my mind when somebody doesn't come home for an evening, especially if they've just, like, had some sort of, like, heated conversation. It's like, okay, you guys are separating, you have a heated conversation, you leave for a night. Like, I didn't even think this guy killed his wife. I mean, that like, murder is on something on the top of my mind when I call one of my friends for 3 or 4 hours and she doesn't answer the phone. Like, that doesn't even process to me as, like, a real thing that is a possibility at that point. And so that's why I gave it a day, and then the second day I was talking to him, he was just, like, a hot mess, I could tell. And then with, like, the way he was talking to me, and then that's kind of when I cut him off and I stopped talking to him. Let's go back to North Carolina. Okay. He went to North Carolina and he was trying to rehab his marriage with his wife. He said. Do you know her name at this point? Yeah. Okay. Are you okay saying her name? It's Shanann. All right. And do you know the children's name? Yes, it's Bella and Celeste. Okay. Yeah, he flew out there, and I thought I had, like, convinced him to, like, try to make peace with her. And I was like, if you guys work on this, like, I'm out. Because what's the point? Like, I'm not trying to be with somebody that's in another relationship, which I know that sounds silly given the whole relationship that we had in the first place, but I really was under the impression that they were separating. I mean, it was, like, reiterated to me so many times that that's what I thought it was. Ouais. Pourtant, le 24 juillet, elle cherche sur Google « L'homme avec qui j'ai une affaire extra-conjugale dit qu'il va quitter sa femme ». Ça ne ressemble pas trop à un couple déjà séparé, si? And it made sense to me, too, because, like, he could pretty much call me whenever he wanted. Like, I was the one that would tell him, like, hey, when your kids are awake, you need to spend time with your kids. Like, do that. And then after they go to bed, like, if you want to talk to me, you can talk to me. But it was never, like, this super, super restricted thing. Et c'est vrai que, d'après ses relevés téléphoniques, il ne s'appelait que le soir vers 22h. At this time is telling you that, yeah, I am the guy trying to save the marriage and she doesn't want it. That's what he told me. That's what he told me. So, and he, yeah. And then he was like, she doesn't want it, so I'm not going to do it. And then it was like, we're filing for divorce, we're selling the house,
And this was like all as soon as they were coming back from North Carolina, like boom, 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 boom. Elle se contredit car au début de l'interview, elle a dit qu'elle a dû le pousser, voire même le convaincre, d'arranger les choses avec Shannan, mais qu'il était réticent à cette idée. J'aurais tellement aimé que l'agent la mette face à ses contradictions, mais non. Il laisse tout couler. They're living above their means or below their Oh means? my God, like, Way too much. way Did he ever too- discuss with you any of those issues? I mean, a little. I mean, I didn't know about the bankruptcy or any of that till I read on the newspaper about that. But I think he was really frustrated with the situation. He told me, he's like, you know, I feel like my paycheck goes in my bank account and I just watch it go like this. He's like, but it doesn't have to. He's like, she makes it like that. And I was So just was like, he resentful for that? I don't know if he was resentful. I just think he was frustrated by the fact that they could be doing a lot better financially, and she, from the vibe that I got, had really bad spending habits. So she was a spender. As far as you knew, he was just leaving her. He had 2 children, and that was the final take on that. Yes. I know why he lied to me. He lied to me because if I'd have known that he had a child on the way, I'd have never wasted my time with him in the first place. Like, none of this would have ever even occurred if he would have just told me the truth. So do you think if he found out that you, if, let's say this week you guys were to go look at some apartments, and this is hypothetical, but you've never found out that his wife was pregnant, would that have changed anything? Like you just said, if I knew his wife was pregnant, I wouldn't be in this picture. So if his wife was not pregnant, and forgive me, but if he takes her out of the picture, you're never going to know that she was pregnant, right? What do you mean takes her out of the picture? Like, If he murdered her, she's out of the picture. You're never going to know if she was pregnant. If he can get away with murder, you're not going to. I got divorced from my wife. You say, do you understand what I'm saying here? If she's gone, but this, Don't lead, hypothetically, please. Don't lead hypothetically, on. if she, Okay. you understand where I'm going. If Right, you but didn't know, You're leading into Right. questions that are nothing with your, if you didn't know though wait, Nick, that she was there, did you hear what I said? C'est ce dont je parlais dans la partie 1. Là, elle vient juste de donner un mobile à Chris pour tuer toute sa famille, ou au moins Shannan, soit se débarrasser de sa femme enceinte pour continuer sa relation avec Nikki. Bien sûr que l'agent veut élaborer sur le sujet, c'est super important, et je suis persuadée qu'à ce stade, il ne pensait même pas à blâmer Nikki. Il voulait juste savoir si c'était le déclencheur de toute cette sordide affaire. Alors pourquoi son père a si peur que sa fille réponde si elle n'a rien à voir là-dedans? I'm following you. I just want her to answer a question that relates to, she said something that's important, that if he didn't have a child on the way, or if she didn't know that, she would have continued the relationship, right? but he killed his kids. At what point does he think that I'm going to be in a relationship? I'm not talking about the children. I'm just talking specifically about her. If you only knew, if the kids were still here, and he called you and said, "I'm divorced from my wife," and he gets away with this, do you understand what I'm thinking from his aspect? I still wouldn't do it. I still wouldn't do it because I'd be like, where did she go? Okay. Because I'm under the impression that she's a really good mom. Like, he never bashed her momming skills. Like, no, I wouldn't, no. Okay. No. And that, you see where I'm trying to take that? Yes. So you guys never had a conversation about the child, period. I didn't know Okay. at all. How many times do you think you see him? I saw him a few times. I saw him this past Saturday. I saw him the Wednesday before that. And he wanted to see me more. I was the one who wanted my space. I was like, nope, your kids are home. Go hang out with your kids. And even on Wednesday, I cut it short. Like, he came and hang out with me for a few hours, and then I was like, go chill with your kids. Okay. I was always like, Do really you respectful know of their space. specifically where you guys went? Did you meet at your house? Did you guys go to any restaurants? Did you go to establishments? Where'd you go? Last Wednesday, he came to my house. And this past Saturday, we went to, what's the name of that
bar that we used to go to. It's not the same, the Lazy Dog, but it's the one off of 144th and I-25. I think it's 144th, up there. And it's the Lazy Dog? Yes. But he said that he went to go see his family, and they weren't answering the phone for like a day or two before he went out there. And then when he got there was a note on the door that said, son, if you step by, we're at the beach. And they ignored him for like most of the time that he was out there. And his own family? Yes. His mom, his dad, and his sister. What's the significance? Do you know why? Yeah, he said, and again, I don't know what is true with this man anymore and what's not, but he told me that, like, leading up to it, I was like, well, why are your folks, like, ignoring you? And I was, like, really concerned about this. Like, every single day he would talk to me when he was out there, and I was like, you talked to your family today? You talked to your family today? Did you talk to your dad? What happened? Did you talk to him? No, I didn't. Or, yeah, I talked to my mom. Well, what'd she say? Are you going to hang out with him? Like, I wanted him to see his people because it's important. Family is an important thing. You know, it just needs to function properly. And sure. And he was like, well, they're ignoring me. And I was like, what do you think happened? And he's like, I'm not really sure, but I think something was said between my wife and them during that incident. And he's like, because every time that happened nuts. Before he got there, yes. And he's like, because every time that I try to I talk about possibly going over there to see if they're home, she gets upset about it. And I was like, okay. And he told me that his mom and his wife did not get along at all. He said that his mom didn't even show up to his wedding because she's like really did not care for Shanann. Okay. So again, I don't know what's true and what's not, but I just know that there was like some tension there. Mm-hmm. You guys, 6 to 8 weeks, 2 months, whatever it was, you guys have an intimate relationship during that time. Yes. Okay. So you're pretty serious. Did he ever tell you that he loved you? Yes, he did. Did you ever tell him the same? A couple times. Okay. I said it a few times and I meant it, but he definitely felt the urge to say it to me a lot more than I did to him because it was just all very new to me, and it was like, take your time with this. Like, you don't need to like rush that. When you said it to him, you said you meant it when you said it. Yes, I just didn't say it as frequently as he said it. Like, sometimes he would say it, and I was just like, for me, it was still, like, very, very new, so I kind of, like, took my time and only said it when I was just like, this is really important. C'est drôle qu'elle veuille à ce point se mettre dans la position de celle qui n'était pas tant que ça dans la relation, alors qu'on sait qu'elle a regardé des robes de mariée pendant 2 heures le 4 août, puis qu'elle a cherché « Épousez votre maîtresse » 4 jours plus tard, le 8 août, et enfin que d'après Chris, elle lui aurait dit qu'elle aimerait lui donner un fils. For me, just like on my personal level, outside of everything that is happening, that is gonna affect me long term, it's like, you know, I'm gonna wake up every day and know that, like, this mom and her unborn child and these 2 little girls are not around anymore, and it breaks my heart. It is so, oh my God. And then I have to think about, like, the consequences of his actions and how they affect everybody else. Like, all of these, her family's impacted. My name is about to be, like, slandered for probably a while. I don't know how long it's going to take to heal, but I would not be surprised if it's going to be hard to go out in public sometimes for a couple of years. And that really hurts me. I'm just like, this is a horrible, horrible thing. Like, how dare you, you know? And people aren't going to understand that. You know, they're going to say, oh, you know, you're the woman that had an affair with this man who took out his whole family. And I take a step back and it's just like, I didn't know. Like, he's so disgusting. I'm so ashamed of him and everything, and I just... Oh, those little girls. They're so little. They're so little. We talked a little bit earlier about getting some help for these things, and we can provide that. Okay. But it's so sad, and she's pregnant. And, you know, on our end, we didn't... And they're so cute. They're so little. Like, why? Why? How? I don't even understand how you could, like, bring yourself to do that to somebody who's, like, that big.
Do you want to step out for a minute? No, I just need to chill with my eyes closed for a sec. I still cannot believe this is happening. Alright, let's keep going, because we're just getting to the meat of this whole Let's get situation. to the phone call on Saturday from 9 to 11. What did you guys, or pardon me, on Sunday from 9 to 11? Sunday night. I don't even know. I don't think I was like concerned about anything at that point. You guys had had a meal, a nice meal the night before. You knew his wife was probably coming home late that evening. Il s'agit du fameux coup de téléphone la veille du drame qui a duré plus d'1 heure. Oh, you know what? I still don't remember what we talked about. I honestly, we talk about so much random stuff. It's so hard to pinpoint some of these things. I don't remember what was in the phone conversation. Probably nothing of relevance, to be honest with you. But usually he talks to me when he's down in the basement in his bed before he goes to bed and before I go to bed. And I could hear the TV on, which I thought was kind of weird. I didn't ask him. I just heard it in the background. And I remember thinking, and it was right before we got off the phone, I was like, why the hell is he up? And there's no TV downstairs. So I was like, well, maybe, I don't know. So no TV in the basement where he usually calls you from? Yeah. Donc, elle ne se souvient pas de ce dont ils ont parlé pendant leur conversation de plus d'1 heure, mais elle parlemente pendant 5 longues minutes à propos de leur télévision. Je vous ai passé cette partie qui, franchement, était très ennuyante. Comme je vous l'ai dit, Nikki enverra plus tard au détective un document Word de 7 pages que j'ai pu consulter dans le rapport d'enquête officiel, reprenant très précisément tout ce qu'ils ont pu se dire en personne, au téléphone ou par SMS depuis le 26 juin. Elle se souvient de détails très précis, comme le montant du prêt immobilier mensuel de Chris, ce qu'ils ont mangé la première fois où elle est allée chez lui, ou l'heure précise à laquelle son garage a été ouvert tel jour, mais elle saute complètement l'appel d'1h50 la veille du drame. So anything important that you recall during that conversation about the children, about his wife, about what he was doing the next day, what he had planned, anything like that? Did he tell you any of that information? I remember he told me he had to go to the field and not to the office on Monday morning. Okay. Did he specifically say where he needed to go on Monday morning? No, I don't ask him for those sites. There's Anadarko's got thousands of sites. If he were to tell me, I wouldn't even They're know. just random numbers and stuff, right? Well, he told me, he said, I got to go to a site. I got to go check out a valve or something where they think that they had a release. Something like that. Did he mention the town or anywhere? No. He just told me that that's what he had to go do. He's Okay. he was like, I won't see you in the office in the morning. Because I see him, but I don't actually talk to him. I will go in the cafeteria, I will put my lunch in the fridge, and him and his whole team are sitting in there, and I don't talk to any of them. I just walk out. But anyways, yeah, he's like, so I won't see you, I'm going to the field, which is not an uncommon thing for the ops guys to just go straight to the field. It happens. Typically they go to the office, I would say 3 or 4 days a week, but there are days where him and his other team members are not there. Or I'll get in there and some days the cafeteria is packed and they're all there. Okay. And other days I get in there and there's only 3 or 4 of them. So it didn't cause you any concern that he said, No. I'm going to the field on Monday, I won't see you. That wasn't, No. that's it happened didn't- before. Yeah, Okay. It wasn't something, and it's not just him, it's that whole team. You can just tell when they've got a lot going on, because I'll walk in and there'll be 2 of them, as opposed to 6 or 7. Pourtant, elle dira 2 jours plus tard dans une autre interview qu'elle a trouvé ça bizarre qu'il aille sur le site gérer une fuite, que ça ne faisait pas partie de son boulot, et qu'elle lui a demandé, je cite, « Pourquoi es-tu allé sur le site ? Tu ne fais pas partie de l'équipe environnement ? » Ou encore, « Es-tu vraiment allé sur le site ce matin ? Qui t'a demandé d'y aller ? » He said that she woke up and those two kind of just got in a disagreement, and I don't know what all was said, but he was she was being pretty mean, and then he said she told me that she's pregnant, and she told me that the kid is not mine. That is what he told me. So she's pregnant, the kid's not mine. And that she's He's playing, he didn't know she was pregnant Yep. until that morning, Yep. and that she had an affair with somebody else. Yes, and this is before I knew she was 15 weeks pregnant. Okay. All the stuff on Monday that I read from my recollection
because I didn't find out she was pregnant till Tuesday. So anything that got posted on Monday did not emphasize the fact that she like had a baby on board. Alors, souvenez-vous, au début de l'interview, elle a dit qu'elle a appris que Shannan était enceinte le lendemain de sa disparition dans les journaux. Et c'est ce qu'elle vient juste de répéter. Mais 15 secondes plus tôt, elle dit que c'est Chris qui lui a appris la nouvelle le soir même de sa disparition, le lundi soir, au téléphone. Donc elle passe de « j'ai appris que Shannan était enceinte quand Chris me l'a dit au téléphone le lundi soir » à « j'ai appris la nouvelle dans les journaux le mardi matin », en précisant que les articles sortis le lundi n'avaient pas précisé que Shannan était enceinte. Donc je ne comprends pas. Soit elle se contredit sans faire attention et personne ne relève, soit elle veut plutôt dire qu'elle a appris dans les journaux ce mardi matin qu'elle était en fait enceinte de 3 mois et demi, donc que la grossesse était déjà bien avancée. Je ne sais pas. Vous en pensez quoi ? En tout cas, il faut savoir que cette théorie, comme quoi il n'était pas le père biologique de Nico, est une théorie dont il reparlera bien plus tard aux agents venus l'interviewer en février 2019. Il dit qu'il a envisagé cette possibilité juste un instant, car elle est tombée enceinte, je cite, « incroyablement rapidement », et que c'était plus rapide que n'importe quelle autre fois où elle était tombée enceinte. On en reparlera dans la vidéo sur la partie 3 qui sortira ensuite. And again, like, I think he's just saying all this to me to try to cover his tracks with me. Like, I don't know what he told you guys, but I bet it's probably very different. And I think that what he said to me, it was like directed towards me. Like this whole bullshit little box lie that he had right there was like the lie directed. Did he say when the argument started? Nope. Pour le contexte, elle explique à nouveau, ou plutôt longuement, que le mardi matin, elle était au travail et que pendant sa pause de midi, elle a fait des recherches sur internet sur l'avancée de l'affaire et que c'est là qu'elle a su que Shannan était enceinte de 3 mois et demi. Elle dit qu'elle s'est sentie malade et qu'elle est rentrée chez elle. Elle explique qu'elle demandait souvent à Chris s'il avait des nouvelles de sa famille, s'il savait où elles étaient et qu'il répondait toujours que non. Elle affirme qu'elle a réalisé que Chris n'avait pas pu ne pas se rendre compte que son épouse était enceinte en Caroline du Nord, contrairement à ce qu'il lui a dit. Donc, elle rentre chez elle et elle parle par SMS avec Chris. I was pretty upset where I was just like, you know, I was going back and forth like, where's your family, this and this and this, but I'm like, she's pregnant, you know, and this and this, and he's like, the baby's not mine, and I'm just like, you told me yesterday that you think that when she said that she cheated on you, she did it out of spite. And he was like, yeah. And I'm like, so then it's your kid. And he kept denying it. And then, like, he started, like, kind of worrying about us. He'd just be like, well, does this ruin everything with us, this and this and this? And I'm like, no. I'm like, just trying to, like, his situation is so much more important right now than like our situation. But his main concern is you and him. Kind of, sort of. I mean, and I keep like asking him, like, I'm like, and I told him numerous times, which is also in the text that you guys will pull, where I'm just like, you need to focus on finding your kids and your wife right now. And I was like, and you need to focus on finding all 3 of your kids. And I like kept like emphasizing to him like he had 3 kids, you know? And like I wasn't even like mad about it. I was just like, you need to find your family. Did he ever go look for them that you know of? I don't know. I don't think so. That like doesn't even like ring a bell to me, so I don't think so. Okay. Monday night, like I called him back in the middle of the night because I could not sleep. I could not sleep at all. And I remember when I called him, he sounded like he was sleeping. And I was like, how the hell can you sleep right now? I think that's exactly what I said to him. And he was just like, I'm just kind of dozing off and on the couch. And I just remember thinking, like, I haven't shut my eyes yet. And this is not even my family. And so that happened on Monday night. Donc elle a commencé par dire qu'elle s'est inquiétée à partir de mardi dans la journée, puis finalement qu'en fait elle ne s'inquiétait pas plus que ça, car elle pensait que Shannan était chez une amie à cause de sa dispute avec Chris. Et puis ce n'est pas si improbable que ça pour elle, que Shannan n'ait pas donné de nouvelles. Après tout, Nikki elle-même dit que par exemple, elle peut passer plusieurs jours sans donner de nouvelles à ses amis. Là, elle change encore de version et elle dit que finalement, elle a commencé à s'inquiéter dès le lundi soir. Bon. And I kept asking him too, like, what did you do, Chris? What did you do? And he was like, I didn't do anything. And I'm like, where's your family? And like, I asked him that. I don't know if I started doing that on Tuesday or if I started doing that on Monday, but I think it was Tuesday, because I don't really think I was that alarmed on Monday.
Pourtant, elle vient bien de dire qu'elle n'arrivait pas à dormir lundi soir, non? So that was supposed to be like our final sign-off text. And then Jim got there at my house, and I was hanging out with Jim. But I was still, like, in my head, just kind of, like, stressed out. And I remember I, like, walked out of the room, went in my bedroom, and texted Chris one more time. And I told him, I was like, if you did something bad, I was like, you're going to ruin your life. And I was like, and if you did something bad, I was like, you're going to ruin my life. And I was like, and I promise you that. And he responded back to me, and he's like, I didn't hurt my family, Nikki. And that was, like, the last text. That was the last time we ever talked. To bring up to you guys. So Monday, when we were on the phone at one point, he mentioned to me, I can't even believe I have to say this, she left her wedding ring here. And I said something along the lines of, does that mean you two are done? And he was like, oh my God. He said, how much do you think it's worth? And I was like, remember hearing him say that and being like, what the f***? And I remember thinking to myself, like, I don't even know how to respond to this. And so I was like, I don't know, pawn it, man. And I was just like, I pawn jewelry all the time. I was like, I pawn jewelry a few times. I was like, it's not worth shit, though. And I was like, so I don't know if you really want to do that. And he's like, no, I think I'm going to get it appraised. It's a nice rock. And I was just like, okay. And it was, like, really awkward. And that was on Monday? That was on Monday night. And that, to me, was like, it was kind of strange. And then the Tuesday lying thing, like, I'm telling you, it started, like, Monday night, him saying that was why I couldn't sleep, because he made the comment about the wedding ring. Okay. Ah voilà, on y revient. Finalement, elle était stressée le lundi soir. And at this point, I was like, I'm in a very messy situation with this man, and I don't know what to do. And so I called my dad, because he's, like, the only person that I trust with everything in the whole world, and I was just like, I have a problem. And I told him everything, and then I was like, we just discussed it, and it was like, we need to go to cops, definitely, because I figured you guys would find me eventually, but I was like, I feel like they need to speak to me. I feel like I'm a very important person for you guys to communicate with. And so, you know, and again, I wish I'd have done it sooner, but it just kind of took the sequence of events of his lies and all of his falling apart for me to process that I needed to address the situation. And so, you know, and the time. You know, I've thought about this, and sometimes I think to myself, if I wasn't in that man's life, would his family still be alive? And I've thought about this a lot, and I think I could give myself different responses. But in all honesty, I think they might be alive, but not permanently. I do not think that this man just snapped. I don't think that he just met some fucking amazing woman and he was just gonna try to fucking murder his family and then think that I was okay with, like, building a relationship with somebody who did something like that. Like, at what fucking point? You know, for me, like, when I think of what was he going through his head, I find it really hard to believe that I am the catalyst for all of this. I will be willing to say that I think me being in his life accelerated what was inevitably about to happen, but I don't think people just snap. Love does not murder. Hate and resentment murder. Je ne sais pas vous, mais la voir comme ça, avachie sur son siège, jouant avec la carte de visite et déblatérée sur le fait qu'elle ne se considère pas comme responsable de ce drame affreux, ça me met vraiment mal à l'aise. On dirait qu'elle ne se rend pas compte de la gravité du sujet. This is just my, like, opinion, but I'm pretty convinced that that woman and him did not get along very well, and the reason they stuck together was, hey, we're going to do kids, and I think they also stuck together because they were in a very bad financial bind, and I think that she continuously disregarded it, and I think he messed up because he was too passive to say anything to her about it and really address it, and it just got to the point where it's just like, you file bankruptcy, and then what do? Just wait till you file the next one? I don't know. I don't know what their finances look like now, but from the way it made it sound, it's probably a pretty stark situation. And I don't know if hundreds of thousands of dollars in debt over and over and over again are enough to lead a man to, like, want to take somebody out, but I don't know. I've heard of people committing suicide
side over that shit before, and I would never justify what he did. I think it's fucking disgusting. It's oh, he's such a fucking pig. But I try to like be like, why? I try to come up with a why, and I really think that he was struggling with her really bad, and not only that, he's got a third child on the way, and I know he was probably just like, I can't fucking afford a third kid. Wants it, but can't afford it, you know? And he always told me he like wanted a little boy, you know? He wanted a third child. He met me, and I think I was like a breath of fresh air for him, where it was like he could get away and just be like, you know what, I can be myself, I don't have to worry about money right now, like... You're not a suspect in anything, you're merely a witness. Unfortunately for you, you met a man who did some terrible things. Que dire de cette interview? Je pense que c'est son attitude globale qui dérange, mais après tout, j'aimerais préciser que tant qu'on n'est pas à sa place, on ne peut pas savoir comment on réagirait. Effectivement, on peut observer qu'elle ne semble pas spécialement dévastée ou traumatisée, mais peut-être qu'elle est en état de choc, qui sait? Mais peut-on retenir son attitude contre elle? Non. Ce n'est peut-être pas la réaction qu'aurait eue la majorité de la population, mais c'est sa réaction, et c'est comme ça ne prouve rien. On peut retenir une chose néanmoins, c'est que pour elle, elle n'a eu absolument aucun rôle dans tout ce drame. Pour elle, son histoire avec Chris n'a pas du tout eu de conséquences sur son geste. Elle ne se considère pas comme responsable. Dès sa première entrevue au téléphone en date du 15 août, soit le jour où Chris a avoué avoir tué sa femme après que Shannan ait tué leur fille, Nikki a été directement placé en tant que témoin, alors même qu'il n'avait pas encore pu enquêter sur elle et sur son éventuelle implication. Elle ment sur des choses vérifiables, qu'ils ont d'ailleurs sûrement vérifiées, en tout cas je l'espère, mais personne ne l'a, à ma connaissance, et d'après le rapport d'enquête, confronté à tous ces mensonges. Ils ont laissé couler à chaque fois durant les interviews. Il faut savoir que mentir aux forces de l'ordre est un délit, même au Colorado. Je cite, « Une fausse déclaration aux autorités est un délit de classe 3. La punition peut aller jusqu'à 6 mois de prison et une amende de $1000. » Pour vous donner une petite idée, parlons du cas David Colon, un ami de Chris. Ce dernier a été interrogé par les enquêteurs durant l'enquête de voisinage. Puis, quelque temps plus tard, il a envoyé une lettre à Chris en prison, et sachant que les lettres sont lues avant d'être données à Chris, un enquêteur du bureau du procureur, qui lisait donc le courrier de Chris, a vu une inconsistance entre la première déclaration de David et ce qu'il a dit dans sa lettre. Ni une ni deux, le détective en chef, Dave Bamover, a rappelé David pour qu'il s'explique sur cette différence de propos, alors même que David ne jouait aucun rôle majeur dans l'enquête. Vous voyez où je veux en venir ? Nikki a également supprimé tous ses messages, mails, photos, contacts, recherches Google en rapport avec Chris, et lui a demandé de faire pareil. Et elle dit que c'est à partir du moment où elle a su que Shannan était enceinte et qu'elle a compris qu'il lui a menti sur toute la ligne et qu'elle a commencé à avoir peur de ce qui aurait pu leur arriver. Donc, pourquoi ne pas être allée voir la police avec tout ce qu'elle pouvait leur donner pour faire avancer l'enquête, même si à l'époque c'était encore une disparition ? Et pourquoi n'a-t-elle pas reçu de sanction quant à son geste ? Dans une interview du 23 août, elle s'excuse d'avoir supprimé les informations à propos de Chris. Elle admet qu'elle a eu peur que ça fuite dans la presse. L'agent la rassure et lui dit qu'il n'y a aucune accusation criminelle contre elle. Revenons sur les données extraites du téléphone de Nikki, comme par exemple ses recherches Google. On se souvient donc que Nikki a cherché Chris Watts le 3 août 2017 et Shannan Watts le 1er septembre 2017 et le 7 janvier 2018. Le média Crime Online, dont j'ai déjà parlé, aurait interrogé le procureur Rourke à l'époque sur le fait de savoir si le bureau du procureur avait interrogé ou prévu d'interroger Nikki sur les données suggérant qu'elle connaissait Chris et Shannan Watts jusqu'à 1 an avant les meurtres. Rourke aurait déclaré que le plaidoyer de culpabilité de Chris Watts excluait tout besoin d'approfondir les résultats de l'analyse médico-légale du téléphone de Nikki. Il aurait dit, je cite, « Nous ne sommes pas allés jusqu'à vérifier le pourquoi du comment parce que Chris a plaidé coupable. Si vous me demandez si j'ai vérifié cette information, la réponse à votre question est non. Nicole Kessinger nous a dit qu'elle avait rencontré et commencé la relation avec l'accusé en 2018.
Donc, d'où vient cette anomalie dans les données? Je ne peux pas y répondre à votre place. Je ne connais pas la réponse. Comment peuvent-ils laisser cette question sans réponse? Enfin, parlons du contenu supprimé. Vous pensez sûrement que c'est un jeu d'enfant pour les enquêteurs de récupérer des messages supprimés. Apparemment non. Dans le rapport d'enquête, je cite, « Le laboratoire de police scientifique du nord du Colorado ne dispose pas de la technologie nécessaire pour effectuer des extractions de données physiques à partir d'appareils Apple. Les données extraites ne comprennent donc pas toutes les données stockées dans les diverses applications d'un appareil donné, et l'activité de ces applications ne se reflète pas nécessairement dans les données extraites. » Je suppose qu'il parle de l'application secrète en forme de calculatrice. Mais c'est curieux, non? D'avoir laissé ça là? Pourquoi ne pas avoir demandé au CBI ou au FBI d'intervenir? Eux avaient sûrement le matériel nécessaire, puisque l'agente du CBI, Tammy Lee, dira elle-même à Chris, je cite, « On est plutôt doué pour récupérer les messages effacés. » Ce fait a également été soulevé par le détective en chef de l'affaire, Dave Baumhover, dans son rapport d'enquête, je cite, « Je suis certain que Watts a communiqué bien plus avec Kessinger que ne le reflètent ses données téléphoniques. Peut-être grâce à l'application Secret Calculator. » Dans une interview qu'elle a donnée le 17 août, Nikki laisse échapper qu'elle et Chris parlaient aussi via Skype, alors que depuis le début, elle n'a mentionné que les messages et les appels téléphoniques classiques. Elle dit, je cite, « Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu la chair de poule. Et puis mardi, rien ne s'est amélioré, et puis j'ai découvert qu'il me mentait, et j'étais déjà un peu effrayée par la nuit précédente, et j'étais comme, ok, et je n'avais même pas réalisé jusqu'à ce que vous me disiez, essayez de repenser à tout ça. Et hier soir, j'ai repensé à toutes les conversations téléphoniques que nous avons eues lundi soir, et je me suis dit qu'en fait, elles étaient vraiment inconfortables. Et en fait, c'était même tellement inconfortable que j'ai même mis fin à la conversation Skype parce que j'étais vraiment mal à l'aise. Vous le savez sûrement, mais on peut aussi envoyer des messages sur Skype. Or, dans tout le rapport d'enquête, il n'y a aucune mention d'un rapport de données provenant de leur conversation Skype. Dans le rapport, les deux seules mentions du mot Skype ont deux occurrences, et ni l'une ni l'autre sont à propos de Chris. On sait également grâce au rapport que Chris utilise l'application Snapchat, avec laquelle on peut envoyer des messages éphémères. Et s'ils avaient également communiqué via Snap ? Encore une fois, on voit qu'aucune enquête plus poussée n'a été effectuée concernant ce compte Snapchat, vu que le mot ne ressortira plus de tout le rapport. L'agente du CBI, Tammy Lee, dira dans une interview, je cite, « On se préparait pour un procès pour meurtre. Et un procès pour meurtre qui allait durer des années. Et d'un coup, je reçois un coup de téléphone du détective Dave Baumhover qui me dit « Hey, Chris va plaider coupable de toutes les charges. » Je me suis dit « Waouh, attendez, on n'a pas terminé, on a encore tellement de choses à faire. On n'a pas examiné toutes les preuves, on n'a pas interrogé tous les témoins, on n'a pas pu faire toutes ces choses qu'on fait normalement dans une enquête car il a arrêté le temps. » D'un côté, on était soulagé que tout soit terminé, mais de l'autre, on était frustré car on n'a pas pu finir. Alors, y a-t-il des preuves de l'implication de Nikki dans la nature qui attendent d'être exploitées ? Dans cette partie, nous allons revenir sur différentes théories que j'ai pu rencontrer lors de mes recherches et nous allons essayer d'apporter des réponses factuelles et rationnelles. D'après les données téléphoniques de Nikki, il semblerait que le matin des meurtres, le 13 août 2018, son téléphone a été localisé à Frederick, là où habitent les Watts, à 6h16, quand elle a appelé son ami Jim. On sait que Chris était déjà parti, et on peut se dire qu'elle connaissait sûrement ses habitudes et l'heure à laquelle il partait au travail. Donc, à quoi ça aurait servi d'y aller alors qu'elle se doutait qu'il n'était pas présent ? Certains me diront pour nettoyer la scène de crime, mais vous pensez vraiment qu'elle aurait laissé le sac à main, le téléphone, les médicaments, etc. Puis, n'oublions pas qu'il y a un détecteur de mouvement sur la porte du garage et une caméra de surveillance sur le porche. Donc, si elle était entrée dans la maison, je suis sûre que les détectives l'auraient su. Une autre théorie serait qu'elle a conduit jusqu'à chez les Watts pour les espionner. Peut-être espérait-elle tomber sur une scène de ménage, ou sur Shannon mettant dehors les affaires de son mari.
Pourquoi? Parce que Chris lui-même a dit qu'il savait que Shannon avait compris qu'il avait une maîtresse, à cause de la note du restaurant. Il en a donc sûrement parlé à Nikki le soir même dans la voiture pour rentrer, ou par SMS, ou bien pendant leur long appel de plus d'1 heure, qui peut finalement s'expliquer dans le sens où il a pu lui faire part de cette éventualité, et du fait qu'il appréhendait que sa femme rentre de son voyage, car il savait qu'elle savait. Et Nikki n'aurait pas pu s'empêcher de passer voir sur son trajet pour aller au travail. En tout cas, il faut savoir que ces coordonnées GPS des appels entrants et sortants se nomment des RTT. Pas pour partir en vacances, mais des Real Time Tools, traduction, des outils temps réel. D'après l'Association internationale des responsables des communications pour la sécurité publique, dite APCO, je cite, « Il est très fréquent que les entreprises fournissent des données GPS estimant la localisation du téléphone. La localisation GPS fournie par l'entreprise doit toujours être vérifiée, car elle peut souvent être trompeuse. » Dans la section avertissement du rapport RTT de Verizon Wireless, on va dire que c'est notre SFR à nous, les mesures de latitude et de longitude figurant sur le rapport Real Time Tool RTT proviennent uniquement de la mesure du délai d'acheminement. Il s'agit des meilleures estimations possibles et elles ne sont liées à aucune mesure GPS. Toutes les mesures contenues dans ce rapport sont les meilleures estimations disponibles plutôt qu'une localisation précise. Il est donc important de se souvenir que l'information n'est jamais exacte. Regardons maintenant le trajet de Nikki pour aller au travail. Puis, précisons là où habitent les Watts. On sait qu'elle aurait été localisée à Frederick, sachant que ces localisations sont des estimations et ne sont liées à aucune mesure GPS. Serait-ce si impensable qu'elle ait juste été localisée là, car sur la route de son travail, par exemple au niveau de Fort Lupon? Dites-moi ce que vous en pensez. La voiture de Nikki est une Toyota 4Runner blanche, comme on peut le voir sur les photos qui ont été prises au parc national Great Sand. Il s'avère qu'en fait, d'après le rapport d'enquête, une seule voisine aurait vu, je cite, un camion blanc suspicieux le lundi matin. Il n'y a pas d'informations ni à propos de la marque du camion, ni du modèle, ni de la plaque d'immatriculation. On ne peut donc pas attester que c'était bien le véhicule de Nikki. Chris n'a pas eu besoin d'avoir Nikki dans sa vie pour découvrir et apprécier Metallica, et voici les preuves. Il a un tatouage dans le dos de la croix du groupe de rock. Shannon lui a offert des billets pour aller les voir en concert en 2017. Et il s'avère que le jour des meurtres, plus précisément juste après avoir enterré sa femme et mis le corps de ses fillettes dans les réservoirs de pétrole, il est allé sur Google pour rechercher les paroles de la chanson Battery que voici en partie. Disclaimer, je tente de traduire les paroles mais ce n'est pas si simple, les langues ne sont pas des copier-coller mais plutôt des interprétations. Dans une interview datant de février 2019, dont nous parlerons plus en détail dans une prochaine vidéo, Chris est interrogé à ce sujet. Il raconte que c'est Nikki qui lui a dit qu'elle aimait la chanson et que, comme elle voulait savoir ce que les paroles signifiaient, il est allé sur Google pour les lire. Mais il dit que c'est une coïncidence car pour lui, les paroles ne font pas référence au fait de tabasser quelqu'un. L'agente Tamily lui demande alors pourquoi Nikki voulait-elle savoir ce que cela signifiait. Chris répond, je cite, « Je ne sais pas, c'était un peu étrange. Je veux dire, elle aime différents types de musique, des genres que je n'aurais jamais pensé écouter un jour. Elle m'a fait découvrir plusieurs choses en matière de musique, mais elle m'a demandé ce que signifiait batterie, parce que je connaissais assez bien Metallica. Elle voulait juste savoir, « Hey, qu'est-ce que ces paroles veulent dire ?» J'ai juste regardé les paroles pour voir tous les mots ensemble et me les remettre en tête, et c'est tout. Les gens ont créé toute une histoire à partir de rien. C'est plutôt ça qui est étrange. Bon, on est d'accord que les paroles, après ce qu'il a fait, résonnent lourdement. Mais de là à dire que cela prouve que c'est Nikki qui a commandité les meurtres, je ne sais pas. Surtout qu'avec les seules informations qu'on a, ce serait arrivé après les meurtres apparemment. Mais je vous laisse juger. Personnellement, je trouve qu'on ne distingue rien, et par conséquent, qu'on ne peut pas se prononcer sur le sujet. Je n'en parlerai donc pas plus. Néanmoins, si ça vous intéresse de creuser, je vous renvoie à la vidéo de la chaîne Greyhouse Investigates, qui reprend minutieusement chaque seconde de l'enregistrement pour démontrer qu'il s'agit bien de Chris. La vidéo est en anglais, mais il y a des sous-titres qui peuvent être traduits. Je vous mets le lien en description.
D'après les médias américains Radar Online et Daily Mail, il semblerait qu'à la suite de la diffusion du documentaire de Netflix en 2020, Nikki ait déposé une demande de changement de nom le 1er octobre 2020. Il faut savoir qu'elle parlait déjà de changer de nom lors de son interview datant du 23 août 2018. De plus, d'après eux, Nikki aurait été placée dans le programme de protection des témoins à des centaines de kilomètres de chez elle, après, je cite, avoir reçu plusieurs menaces, avoir été humiliée publiquement et sans doute considérée comme l'une des femmes les plus détestées d'Amérique. Elle a donc l'intention de prendre un nouveau départ, avec un nouveau nom, une nouvelle ville et, en fin de compte, une nouvelle identité. Elle vit désormais dans un autre état pour sa propre sécurité. Sur ce fait, nous n'avons aucune preuve, à part cet article de chez Radar Online qui parle, je cite, d'une source proche de l'enquête. Chacun est donc libre de croire ce qu'il veut. Il est compliqué de donner un avis éclairé car je n'ai pas une parfaite connaissance du système judiciaire américain. Peut-on considérer Nikki comme une témoin dans l'affaire Chris Watts ? Après tout, elle a fini par donner des informations personnelles aux inspecteurs. Ça devrait compter quelque part, même si elle a des choses à se reprocher et qu'elle aurait dû être sanctionnée après avoir supprimé des preuves. Sachez néanmoins que selon Gerald Schur, qui a créé le programme fédéral de protection des témoins, environ 95% des témoins du programme sont des criminels. Il peut s'agir de criminels intentionnels ou de personnes qui ont fait affaire avec des criminels. Le programme ne protège donc pas uniquement des personnes innocentes. Et de toute façon, on a vu qu'elle n'a pas été poursuivie pour destruction de preuves, donc ce n'est pas vraiment une criminelle. Pour information, le programme est entièrement volontaire et un témoin qui accepte de témoigner pour l'accusation peut généralement participer au programme. Avant de solliciter des fonds pour la protection des témoins, les forces de l'ordre doivent procéder à une évaluation de la menace ou du potentiel danger. Cette évaluation comprend une analyse des ressources, des intentions et des motivations de la ou des personnes qui profèrent les menaces, ainsi que de la crédibilité et de la gravité des menaces. Lorsque les menaces sont jugées crédibles et que les témoins demandent de l'aide aux forces de l'ordre, les fonds de protection des témoins peuvent être utilisés pour fournir une assistance aux témoins, ce qui permet aux forces de l'ordre d'assurer la sécurité des témoins et de veiller à ce qu'ils se présentent au tribunal et témoignent. On peut alors se demander s'il est possible pour Nikki d'entrer dans ce programme alors qu'il n'y a pas eu de procès et donc qu'elle n'a pas eu à témoigner pour l'accusation ? En tous les cas, si c'était le cas, on peut voir que c'est une demande qui est certes impulsée par le témoin, mais qui est surtout évaluée et analysée par les forces de l'ordre. Donc, si c'est bien le cas et que Nikki bénéficie de ce programme, c'est que la menace était avérée. Et dans ce cas, qui sommes-nous pour critiquer ? Dans le rapport d'enquête, Nikki a cherché sur Google le 19 août Amber Frey, le contrat qu'elle a passé pour écrire son livre, sa fortune et si les gens la haïssent. Pour information, Amber Frey est la maîtresse de Scott Peterson, cet homme déclaré coupable du meurtre de sa femme, Lacey Denise Rocha, et de leur enfant à naître, Connor. Le 16 mars 2005, Peterson fut condamné à la peine capitale et incarcéré dans le couloir de la mort. Peine qui fut levée pour la tenue d'un nouveau procès en 2020, et finalement commuée en prison à vie sans possibilité de libération le 8 décembre 2021. Mais contrairement à Nikki, Amber Frey n'avait aucune idée que Scott était marié, et quand elle a découvert qu'il était impliqué dans la disparition de sa femme, Lacey, elle a immédiatement contacté la police et ne leur a jamais rien caché. Son livre intitulé Témoin pour l'accusation de Scott Peterson raconte le rôle qu'elle a joué dans la condamnation de ce dernier. Donc, la réponse à la dernière question de Nikki est non. Le peuple ne déteste pas Amber, car elle a tout mis en œuvre pour aider à faire avancer l'enquête. On comprend que Nikki s'apparente globalement à elle, mais à part le fait que les victimes des deux cas étaient similaires, ces deux femmes sont incomparables. Mais encore une fois, est-ce une preuve suffisante pour la déclarer coupable de complicité ? Je ne pense pas. Alors, pour commencer, sachez que la meilleure amie de Nikki s'appelle Charlotte Nelson. Et il s'avère que certains messages que Nikki a envoyés à Charlotte ont été portés à la connaissance de l'enquêteur, après qu'il en ait fait la demande à Charlotte, Nikki ayant tout effacé.
Voici ces messages qui datent du 12 août, la veille du drame. Je cite. « J'ai l'impression que tous les gars que je rencontre ont soit des enfants, soit des problèmes d'engagement. J'ai l'impression que j'arriverai toujours deuxième dans la vie de Chris. Genre, il est déjà allé là, il a déjà fait ça. Mais bon, c'est encore le début, donc on verra. Il est très doux avec moi, ceci dit. Ne le dis à personne, je n'ai pas encore pris ma décision à propos de lui. Je me dis qu'il a l'air trop parfait pour être vrai. » Quand l'enquêteur en a discuté avec Charlotte, elle lui a répondu qu'elle savait que Nikki aimait les enfants en général et qu'elle semblait être favorable concernant ceux de Chris. D'après elle, Nikki lui a dit que c'était un gars vraiment sympa et Charlotte pense que le fait qu'il ait des enfants ne semblait pas la déranger. Puis, l'agent en discute avec Nikki directement. Il écrit dans son rapport, je cite, « Je lui ai spécifiquement demandé ce qu'elle entendait par « ces enfants me rendent inconfortable ». Je n'ai pas lu un tel mot dans ses messages, donc est-ce qu'il dit ça pour paraphraser le « j'ai l'impression que tous les gars que je rencontre ont soit des enfants, soit des problèmes d'engagement » ou est-ce qu'il y a un message où elle écrit précisément que les filles de Chris la rendent inconfortable mais qu'il ne figure pas dans le rapport ? Je ne sais pas. En tout cas, Nikki explique que ce qu'elle entendait par là, c'est qu'elle voulait avoir sa propre famille. Elle dit qu'elle ne lui a jamais dit que sa femme ou ses enfants étaient un problème. Elle dit qu'elle pensait à construire sa propre vie et que lui, il avait déjà une vie. Elle poursuit en disant qu'elle n'a jamais dit que les enfants nuisaient à leur relation et qu'il n'y avait jamais eu de conversation avec Chris où il aurait pu penser qu'elle faisait référence à Shannon ou à ses enfants comme étant un problème. Nikki précise que Chris n'a jamais parlé de se débarrasser de ses enfants et qu'il avait toujours envisagé qu'elle déménage avec lui lorsqu'il prendrait un nouvel appartement. Vérité ou pas, on n'a pas de preuve qu'elle lui avait vraiment dit tout ça, comme on n'a pas de preuve qu'elle aurait insinué l'inverse. Je vous laisse donc juger. Pour en revenir au message supprimé par Chris sur son téléphone perso, je pense que c'est surtout car il jouait sur les deux tableaux et que le fait qu'il ait supprimé des messages qu'il envoyait à Shannon avait un but bien précis. Des parties de leur conversation, en particulier tout ce qui montrait clairement qu'ils n'étaient pas sur le point de divorcer, comme se souhaiter un bon anniversaire de mariage, appeler Shannon Boo alors qu'il l'appelle Nikki de la même manière, le message où Shannon lui dit qu'elle est heureuse qu'ils aient bientôt un fils, etc., n'ont été trouvés que sur le téléphone de Shannon. Je pense personnellement qu'il a pris ses précautions au cas où Nikki regarderait dans son téléphone pour se rassurer et donc pour continuer de la balader. Pour Nikki, le fait de supprimer du contenu sensible peut s'expliquer de trois façons. Soit elle est complice, ou elle a au moins dit des choses accablantes et elle a voulu tenter de s'en sortir. Soit elle était beaucoup plus préoccupée à l'idée de ce que les gens peuvent penser d'elle, soit une maîtresse sans scrupules, que d'être poursuivie pour délit d'obstruction à la justice. Soit elle ne savait pas du tout ce qui était arrivé à Shannon et ses filles, et le fait d'effacer son affaire extra-conjugale prouve qu'elle n'avait aucune idée de la gravité de ce qui s'était réellement passé. Ou peut-être un mélange des trois ? Personnellement, je ne pense pas qu'elle ait quoi que ce soit à voir avec cette tragédie. Pour des raisons qu'elle seule connaît, Nikki a choisi de supprimer ses messages et d'autres données téléphoniques concernant Chris quand l'enquête était encore au stade de personnes disparues, et le 14 août, elle a effectué une recherche sur Google, supprimée par la suite, pour savoir si les flics pourraient retracer ses messages. Personnellement, j'y vois une véritable panique pour elle-même. Je me dis qu'elle a été frappée par la situation dans laquelle elle se trouvait et elle a fait une chose impulsive et bête. Au cours de plusieurs entretiens avec les agents, elle a parfois fait des déclarations contradictoires, évasives ou trompeuses sur la chronologie de sa liaison et de ses interactions avec Chris, affirmant notamment avoir perdu la mémoire au sujet de la conversation téléphonique de 111 minutes qu'elle a eue avec lui le 12 août, soit quelques heures avant que les homicides ne soient supposés avoir eu lieu. Lorsque Shannon a disparu et que Chris a fait l'objet d'un reportage, je pense qu'elle a compris que si elle était présentée comme l'autre femme, elle serait anéantie par le public et les médias. Elle a donc menti sur sa connaissance de la grossesse de Shannon et sur le fait qu'elle savait que Chris était marié. Je pense qu'il s'agissait plutôt d'une manœuvre d'autopréservation que de culpabilité. C'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'elle a supprimé les messages entre eux.
Elle était mortifiée à l'idée que les agents ou le public les lisent, même si elle savait que si les enquêteurs les voulaient, ils finiraient par les obtenir tôt ou tard. Sa réputation comptait plus pour elle que les preuves. Et je pense que le fait de se manifester auprès de la police était pragmatique. Elle a reconnu avoir demandé à Chris d'effacer toute leur correspondance, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas le garantir, et elle était également consciente qu'à une occasion au moins, leur mail professionnel montrait une relation personnelle en évolution, et que ça, elle ne pouvait pas l'effacer de façon permanente. En d'autres termes, elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne la retrouve. Elle le dit d'ailleurs elle-même dans l'interview. Rien ne prouve qu'elle lui ait dit de se débarrasser de sa femme et de ses enfants. Rien ne prouve qu'elle l'ait aidé à tuer ou à cacher les corps. Les services d'enquête n'ont manifestement trouvé aucune preuve qu'elle avait connaissance de la préméditation de Chris ou qu'elle était impliquée dans les meurtres. Elle n'est pas responsable de la décision de Chris de commettre ces gestes monstrueux, mais elle est responsable de sa mauvaise conduite à l'égard des victimes et du tort qu'elle a causé à l'enquête. Nous ne saurons jamais dans quelle mesure son comportement a servi de catalyseur à ce qu'il a fait. Mais pour moi, c'est lui et seulement lui qui est coupable. Pour information, le dossier d'enquête qui a été mis en ligne est incomplet. Il manque des pages. Et je pense personnellement que les pages qui manquent sont en partie en rapport avec Nikki. Que c'est pour cacher au public des choses très sensibles à son égard qui ont été découvertes durant l'enquête et essayer de la protéger, car ils savent, après tout, qu'elle n'a rien à voir dans cette histoire. Pendant mes recherches, je suis tombée sur la chaîne YouTube de Frankie Russek, le frère de Shannan, car c'est lui qui a mis en ligne le fameux interrogatoire de Nikki qu'on a analysé en première partie. Il dit dans la description, je cite: « D'autres chaînes recherchent cette vidéo. Je l'ai et je la publie en premier puisque vous essayez tous de vous battre les uns les autres pour la diffuser. Il s'agit du meurtre de ma famille et personne ne se soucie plus de la justice que nous. Cela ne veut pas dire que nous soupçonnons Nicole Kessinger d'être impliquée. Nous publions simplement un élément inédit de la découverte car il est devenu une préoccupation pour d'autres chaînes. » Et juste en dessous, le tout premier commentaire nous dit, je cite, « Les gars, arrêtez-vous. La famille de Shannan l'a répété à plusieurs reprises. Elle en sait plus que le public. On leur a montré des preuves que Nikki n'était pas impliquée. » Et ce commentaire a été épinglé et liké par Frankie lui-même. Pour terminer, le procureur Michael Rourke a déclaré que le bureau du procureur est confiant dans le résultat de l'enquête sur le meurtre, qui est close. Il a dit, je cite, « Mon travail consiste à enquêter et à poursuivre le responsable de la mort de Shannan, Bella, Céleste et Nico. C'est ce que nous avons fait. Je n'ai aucune information ni aucune conviction qu'il existe un autre accusé criminel responsable de leur mort, de quelque manière que ce soit. » Alors, Nikki était-elle complice et a-t-elle été sauvée par le plaidoyer de culpabilité de Chris, ce qui fait que l'enquête n'est pas allée plus loin la concernant ? Ou nous ne sommes pas au courant de tout et depuis le début, tout a été vérifié dans l'ombre et des preuves ont été trouvées quant à son innocence, d'où le fait qu'elle soit toujours libre ? Vous en pensez quoi ? Et c'est ainsi que se termine la partie 3 sur notre série de l'affaire Chris Watts. Abonnez-vous si vous ne voulez pas rater la suite.